Au passage des artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazia Arens. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Je suis ravie de vous accueillir sur Vivre FM pour une balade artistique à travers le parcours d'une personnalité du monde culturel. Il est parolier, mon invité. Il est parodiste également. Oui. Pour Laurent Gérard, on en parlera d'ailleurs et pas seulement. Il est chanteur, il est comédien, il est aussi chroniqueur. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur Vivre FM Frédéric Zeytoun. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment allez-vous Écoutez, Jazia, c'est ça Oui, c'est Jazia. Je vais bien. Je vais bien et puis je suis ravie de vous accueillir pour ma première émission sur Vivre FM. Et c'est votre première ? C'est pas ma première. Faites un vœu. C'est pas ma première, mais c'est quand même ma première ici. Donc je suis ravie de vous accueillir. On va, si vous le permettez, parler un peu de votre parcours. On va se faire une promenade musicale. Avec plaisir. Alors... il paraît, on raconte, que tout petit, vous avez commencé à écrire des chansons. Pourquoi cette direction, du coup, vers une fac de lettres ? Enfin, une fac de droit. De droit, parce oui. que, en fait, quand j'ai eu mon bac, vous savez, je viens d'une famille juive séfarade où j'avais le choix entre faire avocat ou médecin. Et donc, j'avais le choix entre le stéthoscope et la robe. Et finalement, comme je voulais faire ni l'un ni l'autre, profondément, au fond de moi-même, je savais que j'avais envie d'écrire et de vivre de ma plume. De chanter, ça, je savais pas, mais d'écrire pour les autres, oui. Pour rassurer mes parents et pour surtout bénéficier d'une substantielle bourse d'études, comme voilà, ça a le mérite d'être honnête. Sans faire Zola et sans faire pleurer dans les chaumières. C'est vrai que je viens d'un milieu plutôt modeste. Et il se trouve que j'avais une bourse d'études assez conséquente. J'étais pion dans un lycée à Villepinte. Et en fait, j'avais juste besoin de réussir mes examens pour continuer à avoir mon boulot de pion et ma bourse. Donc en fait, voilà. Donc j'ai fait ça jusqu'en 6e année. Enfin, j'ai eu un DESS qui serait l'équivalent d'un Master 2 aujourd'hui, ce qu'on appelait le doctorat de 3e cycle, mais je rassure tous les gens qui ont eu un problème avec la justice, je n'ai jamais plaidé, quoi, heureusement. Et puis en 83, une année importante, puisque sort votre premier 45 tours ces matins. Ça se passe comment ? Ça se passe un peu comme un conte de fées. Je signe un contrat avec une maison d'édition, celui qui est toujours mon éditeur aujourd'hui, Gérard Davoust, qui présidait aux destinées de la société Chapelle Musique à l'époque. Et très vite, ils font le tour des maisons de disques avec mes chansons. Mes chansons accrochent. Mais bon, moi, les gens ont un peu peur. Voilà, en tant qu'artiste, ça ne vient pas. On va le dire comme ça. Et donc, très vite, il me propose d'écrire pour les autres. Donc, j'accepte ça volontiers. Et puis, je pars en Israël ce mois d'août, c'était au mois d'août 82. Et sur le campus, c'était un petit peu un remake de À nous les petites Anglaises version Jérusalem. En fait, on n'apprenait pas du tout l'hébreu, mais on apprenait beaucoup d'autres choses. Et je vous laisse imaginer. Et il y avait un vieux de 40 ans sur le campus, un monsieur qui était là, un vieux pour nous c'était un vieux. Et je comprenais pas pourquoi il parlait toujours de repas. Je comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a ? Il est abonné au repas, le mec. Et en fait, un soir, on fait une soirée guitare, une soirée veillée sur le campus. Et je prends ma guitare et je joue une des chansons que j'avais écrites et composées. Et là, il me dit, mais qui est-ce qui a fait cette chanson ? C'est moi. Il me dit, mais tu sais, je travaille à Europe 1. Et en fait, il était directeur de la régie publicitaire d'Europe 1. Je lui dis, écoute, moi, il me dit, est-ce que tu as une maquette de ça ? Je dis, oui, on a fait des maquettes, mais aucune maison de disques n'a voulu nous signer. Je lui ai filé ma maquette en rentrant. Il a fait écouter à l'époque au directeur des programmes de cette station, et j'ai pu faire comme ça un premier 45 tours qui a été un succès d'estime. Un succès d'estime, c'est quoi ? C'est quand vous en vendez un à votre père et un à votre mère. En gros, c'est ça. C'est déjà pas mal. Mais pas mal. Vous écrivez quand même pour de grands noms de la chanson française. Il y a eu Michel Thor, il y a eu, pour ne citer que lui, mais il y a eu Enrico Macias, Carlos. Il y a toujours Enrico Macias. Voilà. Je travaille toujours pour lui. Voilà, donc vous commencez quand même brillamment, j'ai envie de vous dire. Ça a mis du temps. J'ai très vite compris dans les années 80 que ma place était peut-être à ce moment-là plus à écrire pour les autres que pour moi-même. Donc j'ai fini mes études de droit. Donc ces fameuses années où à chaque
parfois, je renouvelais ma bourse d'études en réussissant juste à 10,00. Juste pour que ça mes puisse examens, passer. effectivement. Et puis oui, au fur et à mesure du temps, comme ça, j'ai pu commencer à écrire des chansons. Le premier à m'avoir fait confiance, c'est le regretté Jean-Jacques Souplet, qui était un producteur que j'aimais beaucoup, qui m'avait pris des chansons pour Richard de Witt, le chanteur du groupe Il était une fois. Puis il y a eu Michel Thorpe, puis il y a eu Enrico Macias, et puis voilà. Puis ça s'est fait comme ça, et au fur et à mesure, c'est venu comme ça, quoi, au fil de la plume. Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez? Est-ce qu'il y a des choses La vie. particulières? La vie, La les vie. gens, tout ce qui vous entoure? La vie avec ses éclats de rire, la vie avec ses émotions, enfin tout ce qui fait la vie, quoi. Un regard de quelqu'un, des petites choses qu'on voit pas forcément, mais sur lesquelles je peux peut-être m'arrêter et avoir envie d'en faire une chanson. Franchement, alors là, vous dire ce qui me fait écrire, il y a tellement de choses. La vie est inspirante, hein, j'ai envie de vous dire. Ah oui, vraiment, vraiment. Est-ce qu'il faut connaître quelqu'un de manière profonde pour pouvoir écrire pour lui? Il n'y a pas de réponse là-dessus. J'ai écrit pour Zaz sans jamais l'avoir rencontré. Voilà, j'avais écrit une chanson qui pour moi était une chanson pour Johnny Hallyday. Oui. Et mon éditeur m'a dit non, je crois que ce texte-là, il n'est pas pour Johnny Hallyday, il l'a envoyé au manager de jazz. Pour quelle raison il n'était pas pour lui? Vous l'avez su ou pas? Non, mais il me disait comme ça en lisant, il me dit non, moi ça, non, je le vois pas. Vous savez, on sait... Alors, il y a l'artiste pour lequel vous bossez depuis des années, Enrico Macias, Frédéric François, que j'ai la chance de connaître, de fréquenter au fur et à mesure du temps, quoi. Ces amitiés se sont tricotées. Donc effectivement, là, je bosse en sachant pour qui je travaille. Puis il y a parfois des textes que vous écrivez pour personne, pour vous éventuellement. Et puis un artiste les lit et il a envie de les chanter. Je crois pas qu'il y ait vraiment une... Oui, c'est plus facile quand on connaît les gens, mais vous pouvez aussi tout à fait écrire pour quelqu'un quelque chose qui lui va sans savoir sans même l'avoir jamais rencontré. Ça m'est donc déjà arrivé. Frédéric Zetoun, on va parler un peu de comédie musicale parce qu'il y en a eu une, la toute première, si je me trompe, dites-moi si je me trompe. C'était la deuxième. C'était l'histoire enchantée du petit juif à roulette. Oui. C'était votre histoire, bien évidemment. Bien Comment est née cette comédie musicale? À quel moment vous vous êtes dit j'ai envie d'écrire mon histoire? En fait, j'avais fait un premier spectacle qui s'appelait Toutes les chansons ont une histoire, qui était l'adaptation d'un livre qui a plutôt pas mal marché, où je racontais l'histoire des chansons. On avait mis ça en scène, on avait adapté ce bouquin avec mon ami Quentin Lamotta, et puis à l'aube de la cinquantaine, la paternité aussi aidant, et j'ai eu envie de parler de certaines choses. C'est vrai qu'avant, le fauteuil roulant, c'est quelque chose dont je ne parlais pas. Pas que je l'ignorais, pas que c'était tabou, mais bon, voilà, j'avais d'autres centres, j'avais d'autres combats à ce moment-là. Et puis, je trouve que plus le temps passe, et plus on pourrait s'attendre à ce que ce monde soit un peu plus fait pour tout le monde, et plus on s'aperçoit qu'il n'est pas fait du tout pour tout le monde, et qu'on a quand même un sacré retard à ce niveau-là en France, un sacré retard dans les infrastructures urbaines, et un sacré retard dans les mentalités. C'est pas ici à Vivre FM que vous me direz le contraire. Et donc, j'ai eu vraiment envie à un moment vraiment d'en parler, et plutôt que d'en parler de façon militante et toujours un peu rébarbative, j'ai eu envie de raconter ça. On a donc écrit ça à quatre mains avec mon ami François Despnous, qui est scénariste et qui est romancier. Alain Sachs nous a mis en scène, et ça a été une chouette expérience. On a tourné avec ce spectacle un peu plus près de 4 ans, et on a fait 3 saisons à Paris. Donc j'ai eu envie à un moment comme un devoir, comme une envie... Un exutoire ou pas? C'était pas un exutoire. Est-ce que c'est un exutoire quand on prend la parole? Non, une espèce de maturité qui fait qu'à un moment, vous vous dites, là, j'ai des choses à dire, et il faut les dire. Le temps passe vite, une vie ça peut s'arrêter sur un claquement de doigts. Voilà, je venais d'avoir mon petit garçon, j'avais envie de témoigner. Et c'est quelque chose que je continue à faire. Aujourd'hui, quand je peux, entre guillemets, ouvrir ma bouche pour des gens et prendre un micro pour des gens qui n'en ont pas, je continue à le faire. Ça me paraît important. Quel a été votre dernier coup de gueule, par exemple? Le dernier coup de gueule, c'était il n'y a pas très longtemps, encore une fois pour une histoire de transport où je ne suis pas arrivé exactement une demi-heure avant. Il y a une règle qui est non écrite, et enfin bon, je n'ai pas très envie de revenir là-dessus, mais tellement c'est
tellement c'est scélérat, quoi. On impose à un voyageur qui va voyager en train dans les gares parisiennes. Lorsque vous êtes passé par Accès Plus, donc déjà Accès Plus, il faut savoir qu'il faut le réserver 48 heures avant. Si votre employeur vous envoie pour un reportage la veille, vous ne bénéficiez pas d'Accès Plus. C'est-à-dire que personne ne va vous aider à monter. C'est déjà sympa. Ou alors, il faut arriver plus d'1 heure à l'avance. Bien évidemment, on n'a que ça à faire que de passer nos journées dans les salles d'attente des gares. Et donc, une fois, j'étais arrivé, j'avais fait Accès Plus, je partais en reportage, et je ne suis arrivé que 25 minutes à l'avance. Que 25 minutes. Je dis bien que 25 minutes. On m'a dit, non, c'est une demi-heure, donc on ne va pas vous aider. Et là, donc, j'ai vraiment poussé un coup de gueule. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors, on va profiter d'ailleurs des ondes de Vivre FM, qui est une radio qui traite des différences. Que vous, j'ai presque envie de vous dire, vous parlez de droit à l'indifférence. Ça, ce serait l'étape ultime. Oui. Ce serait l'étape ultime. On n'en est pas là. Déjà qu'on ait droit à la différence. C'est vrai que l'étape la plus aboutie de tout ça, ce serait que ce ne soit plus un sujet. Je pense qu'aujourd'hui, aux États-Unis, un type qui se balade dans le métro ou dans les transports en commun à New York avec un fauteuil roulant et un attaché-case sur les genoux, ça fait rire et ça fait pleurer personne, quoi. C'est juste un mec qui se balade. Ça, c'est ce que j'appelle le droit à l'indifférence. Avec ce que ça peut comporter aussi de pas bon. Parce que l'indifférence, c'est pas non plus un sentiment. En tout cas, il n'est plus stigmatisé dans son rôle de personne en situation de handicap. Tout est fait, toute l'infrastructure est pensée pour que tout le monde puisse vivre. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans un monde, au niveau de la ville, au niveau de la cité, dans un monde qui n'est pas fait pour tout le monde. Oui. Et ça, ce n'est plus possible. On est des citoyens comme les autres, on paye nos impôts comme les autres, on a des devoirs comme les autres. Il faudrait qu'on ait des droits qui soient respectés comme les autres. Tu sais ce qu'on va faire, Frédéric Zeytoun, je te tutoie. On va faire une pause musicale. On va se poser, on va faire du bien à nos oreilles et puis on reprend juste après. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Zeytoun, que j'ai le plaisir encore d'avoir, de garder, et on va en profiter bien évidemment. Moi, il y a une question que je me pose, enfin que je pose aux artistes lorsque je les reçois. Est-ce qu'on garde son inspiration ? Est-ce que parce que la vie est compliquée, la vie est difficile, est-ce que l'inspiration ne s'atténue pas ? Est-ce qu'elle ne s'abîme pas ? C'est la crainte de tous les artistes, ça. C'est la crainte, la peur de la page blanche, la peur de ne pas se renouveler. Ça, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des moments où elle est là, les muses viennent nous visiter, et dans ces cas-là, il faut vraiment tout arrêter, et tout stopper pour vite prendre son piano ou sa feuille de papier et écrire. Il n'y a pas de règle. Enfin, moi, il y a des moments où je ne peux pas écrire. J'essaye quand même quand je ne suis pas en veine, j'essaye quand même d'écrire tous les jours. Vous savez, c'est comme un muscle. Je pense que l'inspiration, c'est une démarche qui s'apparente à un sportif qui doit faire un jogging. Je pense qu'on a besoin de le travailler. Attendre l'inspiration, attendre les muses comme ça, planquées sous un arbre, j'y crois pas beaucoup. C'est vraiment, en ce qui me concerne, c'est un exercice quotidien. Et vous, justement, vous faites quoi pour aller chercher l'inspiration ? Je bosse. Ouais. Je bosse. Parfois, je vais démarrer un texte en me disant que ce texte-là ne sera fait que pour me dérouiller, que pour me décrasser, mais je le fais quand même. C'est vraiment... Si on attend, encore une fois, que les muses viennent nous taper sur l'épaule, je pense que parfois on peut les attendre longtemps. Frédéric Zeytoun, on va parler de votre actualité parce que vous en avez. Oui. Il y a d'abord un album, moi, que j'ai écouté en même temps d'ailleurs que Johanna Mendil, celui de Johanna Mendil. Je l'ai écouté en voiture et il fait un bien fou. Alors, c'est gentil, merci. Vraiment, j'aime les mots. Et quand on aime les mots, forcément, on aime ce que vous faites. C'est gentil, merci. C'est une volonté de jouer, de jongler comme ça, un peu avec les mots, ou c'est votre inspiration également qui vous le dicte ? C'est ma manière d'être, c'est comme respirer, comme manger, comme écrire. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Et quand j'écris pas pendant quelque temps, je suis comme un mec qui n'aurait pas fait son sport. Je me sens un peu lourd, un peu gras. Et alors, il y a eu d'abord un premier album en 2019, oui. Donc qui s'appelait Duo en solitaire. Oui. Comment est né cet album J'aimerais ? Alors, cet album J'aimerais est né comme la suite de Duo en solitaire. Et Duo en solitaire, c'était un album
qui faisait suite à une série de concerts à l'Alhambra, au Petit Alhambra, qui était une petite salle qui était juste au-dessus, qui est d'ailleurs toujours au-dessus du Grand Alhambra, un petit théâtre, une petite bonbonnière de 80 places. Et parfois, on jouait tous les dimanches avec mon ami Bruno Bongarçon, qui m'accompagne à la guitare, qui m'accompagne toujours à la guitare. Et parfois, à la fin du concert, il y avait des copains pour qui j'avais écrit, ou des gens que j'aimais bien, qui venaient chanter avec moi. Et un jour, mon éditeur Gérard Davoust et Gérard Capaldi, qui est vraiment devenu un ami très proche, ont eu l'idée de dire tiens, pourquoi on ne réaliserait pas un album de duo. Et le premier à avoir dit oui, et ça franchement je le remercierai jamais assez, ça fait vraiment partie des grands cadeaux de ma vie, c'est Charles Aznavour qui a dit oui. On avait écrit 2 chansons ensemble, et bien au contraire, il est venu la chanter avec moi quelques mois avant de nous quitter. Ça a été le premier cadeau. Donc suite, on a eu avec cet album un très joli accueil sur les médias, et le public a commencé. En fait, je commençais tard, quoi. Moi, je commence à l'âge où certains s'arrêtent, quoi. Donc, on a senti un petit mouvement de gens qui commençaient à venir nous voir en concert. On a fait 2-3 cafés de la danse comme ça qui ont bien marché. J'ai commencé à tourner un petit peu. J'ai fait les Francopholies de La Rochelle. On s'est dit, il faut faire une suite. Moi, j'avais des choses à dire. Encore une fois, vous savez, c'est soit vous avez des choses dans votre sac à main à sortir ou pas, quoi. Et j'avais des chansons, et donc on s'est dit, après l'album de duo, maintenant on va enfoncer le clou avec un album solo. Et on prépare le 3e. Déjà. Bien sûr. Bon, on va déjà parler de celui-ci. Oui. Et puis on parlera certainement de vos projets tout à l'heure. J'aimerais est un magnifique titre. Moi, je crois que j'ai dû l'écouter 2 ou 3 fois. C'est gentil. Poétique, vraiment. C'est très objectif, ce que je vous dis, mais c'est très poétique. On a envie de garder espoir. C'est un texte. Comment s'est faite cette écriture-là? Cette chanson, elle est venue vraiment. C'était la dernière chanson que j'ai écrite pour l'album. Je savais qu'il me manquait une chanson. Cette chanson, je la portais depuis longtemps. Je la sentais comme ça, mais j'arrivais pas à mettre les mots sur le papier. On était en fin de période de confinement. Je parle du premier confinement, celui qui a duré 2 mois. Et voilà. Et un jour, j'ai pris une feuille de papier. On avait vraiment du temps pendant cette période. Et j'ai pris mon bloc de papier. Et c'est venu, mais vraiment comme ça, quoi. Assez facilement. Et Éric Berchot, en s'inspirant de Chopin, Éric Berchot, qui était le dernier accompagnateur de Charles Aznavour, a eu l'idée de s'inspirer d'un nocturne de Chopin, pour faire cette musique. Le refrain est vraiment de lui, quoi. Mais c'est vraiment, il y a une inspiration du grand compositeur romantique, et voilà, ça fait un parler-chanter. J'avais jamais fait de parler-chanter de ma vie. Le refrain, je le chante, les couplets, je les parle, et vraiment cette espèce de truc inclassable. C'est pas du slam, c'est pas du rap, c'est pas forcément très passable en radio, mais on a eu envie de le faire. Et puis surtout, ça parle à tout le monde. Alors, le clip a été réalisé par Patrick Braudet. Tout à fait. Pourquoi ce choix de travailler avec Patrick? Parce que je l'avais rencontré, alors vous savez, c'est tout bête, la vie, je l'avais rencontré chez des amis communs. Je trouve toujours ce monsieur absolument charmant, très très drôle, on a beaucoup rigolé. Et puis un soir, en quittant ses amis communs, au bout du 2e ou 3e repas, on s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on se revoie. Et puis, mon épouse était tombée sur une exposition de photos de Patrick, je ne savais pas qu'il faisait de la photo. Et elle a complètement flashé sur une de ses photos. Et quand il s'est agi de mettre cette chanson en image, j'ai eu envie de retrouver le climat poétique et très coloré de Patrick. Donc je l'ai appelé en disant, est-ce que tu ferais un clip? Il me dit, j'en ai jamais fait de ma vie. Je dis, écoute, il faut toujours commencer un jour. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout, et on l'a fait comme ça. C'est un clip qu'on a tourné en une journée, entre 2 orages. Les conditions climatiques nous ont vraiment pas aidés. J'ai l'impression dans ce clip d'être décoiffé tout le temps, mais c'est vrai qu'il pleuvait, il y avait du vent. On avait une journée de tournage, et voilà, et ça a été fait. C'était un petit tour de force. Frédéric Zetoun, je crois que c'est alors je sais pas si c'est le clip ou l'atmosphère de la chanson, ou peut-être les photos de Patrick Braudet qui me donnent envie d'aller faire encore un petit tour. On se fait une petite pause et puis on revient vers vous. Avec grand plaisir. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Nous sommes toujours sur Vivre FM et toujours donc en pleine balade, j'ai envie de vous dire, avec Frédéric Zetoun.
On parlait tout à l'heure du clip. Oui. On a parlé d'un titre donc qui s'appelle J'aimerais. Oui. Il y en a d'autres. Hein. Moi, il y en a un qui m'a intriguée. J'aimerais qu'on puisse en parler. C'est Apprends à désobéir. J'adore parce que c'est quelque chose que j'aurais adoré inculquer à mes deux enfants. Oui. Est-ce que c'est d'une façon de vous rebeller contre la vie, l'éducation, les préjugés, tout? Non. Alors cette chanson, elle est née à l'initiative de la personne que vous allez recevoir après moi, qui s'appelle Johanna Mendil. Johanna est une amie. J'apprécie beaucoup son talent et je trouve qu'elle a une manière de chanter. Qui n'appartient qu'à elle. Et un jour, elle me dit, j'aimerais bien faire une chanson sur ma fille, est-ce que tu m'écrirais pas un texte? Et elle me dit en riant, ce serait Lâche-moi. Lâche-moi, non, c'est pas très... Et puis, il se trouve que nos enfants ont une petite différence d'âge. Sa petite fille et mon petit grand garçon. Et je me suis dit, c'est vrai que un texte pour un enfant, donc c'est vraiment né, cette étincelle est venue de Johanna. Et puis, mon petit garçon allait avoir 13 ans. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais lui dire à ce passage initiatique des 13 ans? Qu'est-ce que je pourrais bien lui raconter? Mais tout en gardant en tête que c'était une demande de Johanna. Et je voulais un petit peu élargir le débat. Et je me suis dit, ce qu'on peut souhaiter à un gosse aujourd'hui, dans un monde où tout le monde est un peu mouton, où tout le monde courbe les chines, où tout le monde est prêt à passer sous toutes les fourches codines. Et puis cette espèce d'uniformisation, où il faut que les profils rentrent vraiment dans le cadre. Ce que j'ai envie de lui dire aujourd'hui, alors c'est vraiment écouter au 22e degré, c'est ce que j'ai dit à mon fils Simon en disant écoute ça, mais bon, ne prends pas tout à la lettre, en tout cas pas maintenant. Je pense que c'est vrai que la désobéissance est une vertu. Heureusement que dans l'histoire, on va pas rentrer dans des choses dramatiques, mais heureusement que dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde, heureusement qu'il y a des gens qui de temps en temps se sont levés, qui ont désobéi à l'ordre établi. Et je pense que donc, dire à un gamin n'aie de respect pour tes semblables que s'il te semble respectable, n'obéis pas sans réfléchir, obéis à des ordres s'il te semble juste. C'est ce que j'avais envie de lui dire. Et du coup, et comme une promesse est une promesse, et comme Johanna la chante aussi super bien, on a fait une version féminine pour Johanna et une version masculine que j'interprète. Alors, qu'est-ce qui a fait, justement, parce qu'on recevra prochainement Johanna Mendil, qu'est-ce qui vous touche chez elle? Sa voix. Oui. Bon, son émotion. En plus, pour bien la connaître dans la vie, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire. On se raconte plein de trucs de nos vies privées et ça nous fait beaucoup rire. Mais c'est quelqu'un qui aime rire et ça, pour moi, c'est une vraie vertu. C'est vraiment je plains les gens qui sont handicapés, des zygomatiques. Ça, vraiment, je les plains beaucoup. Donc voilà, c'est avant tout, c'est l'humour. Je l'ai rencontré il y a très longtemps quand elle débutait, et puis là on s'est revu il y a quelques années, et vous savez, qu'est-ce qui fait que des personnes s'entendent bien? C'est une évidence, on se pose même pas de questions. Donc ça, c'est pour l'entente, et artistiquement, je trouve que c'est une belle artiste. Je trouve que je l'ai vu plusieurs fois dans son spectacle Aznavour, et quand elle reprend Aznavour, les chansons de Charles sont ce qu'elles sont, c'est des monuments, mais elle en fait quelque chose à elle arrive à s'approprier les chansons, et ça, c'est pour moi, c'est la définition du talent d'un interprète. Dites-moi, Frédéric, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de faire de la musique? Est-ce que c'est plus compliqué d'en faire aujourd'hui quand on est un artiste émergent qu'il y a 30-40 ans? Il y a 30-40 ans, j'étais pas là, donc je peux pas vous le dire. J'ai la sensation que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est pas tant de se faire entendre. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'en vivre. Parce que la musique, dans la tête des gens, c'est vraiment devenu quelque chose de gratuit. Les progrès technologiques ont fait qu'aujourd'hui, les disques ne se vendent plus. On stream, on écoute tout ce qu'on veut pour une somme modique. Vous pouvez aujourd'hui avoir un abonnement pour une petite somme. Écoutez, durant tout le mois, toute la planète entière, quoi. C'est sûr qu'au niveau des créateurs qui vivent de leurs droits, ça a amené une nouvelle donne. Enfin, le modèle économique n'existe plus. Aujourd'hui, les disques en tant que CD ne se vendent plus. Donc, il n'y a que le streaming qui marche. On sait très bien que le streaming, c'est plus pour une musique plutôt urbaine. Quand on fait de la chanson française, comme c'est mon cas, dite traditionnelle,
il n'y a pas tant de gens. Les gens sont encore attachés quand même à de la chanson qu'ils écoutent. Et donc, il n'y a pas ce réflexe de stream. Il n'existe pas encore. Donc, oui, ça va devenir compliqué d'en vivre. Maintenant, est-ce qu'il est plus difficile de se faire entendre ? Je crois pas. Puis, vous savez, je crois qu'il ne faut pas se poser... Enfin, moi, si un gamin vient me voir et me dit est-ce que c'est facile, plus facile ? Est-ce qu'il est facile de devenir médecin aujourd'hui ? Est-ce qu'il est facile de devenir avocat ? Est-ce qu'il est facile de trouver du boulot, tout simplement, aujourd'hui ? Je crois que rien n'est facile. Donc, il faut juste... faire ce qu'on a envie de faire, essayer de le faire bien, essayer de se donner tous les moyens pour y parvenir. Et votre avis alors sur la qualité de la chanson française aujourd'hui ? Il y a des choses magnifiques, des choses magnifiques aujourd'hui. On va dire l'interprète aujourd'hui qui vous touche le plus actuellement, ce serait qui ? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Moi, je suis un peu coincé sur les... C'est vrai que je suis très coincé. Moi, chaque nouvel album de Alain Souchon, pour moi, est un événement. Ce mec dit avec des mots... on parle des laissés pour compte, on parle des gilets jaunes, on parle d'une France qu'on a complètement oubliée. Écoutez Oiseau malin de Alain Souchon sur son album qui a dû sortir en 2012 ou 2013, en 2 couplets et 2 refrains, il avait tout compris. C'est vraiment quelqu'un, quand il parle de la religion, et si en plus il n'y a personne, c'est une merveille, quoi. Je veux dire, voilà, pour moi, ça reste des valeurs. C'est plus qu'une valeur sûre. Lui, je pense que c'est vraiment une des plus jolies plumes. C'est une écriture qui me bouleverse à chaque fois. Mais il y a plein de gens que j'aime beaucoup, plein. Frédéric Zeytoun, on va parler de scène. Oui. Parce que j'imagine que la scène, le public vous a certainement manqué. On a eu 2 années, on a été privés, vous avez également été privés de votre public, et nous de musique, de théâtre, de culture de manière générale. Vous avez vécu comment le confinement ces deux dernières années ? Étonnamment, et je dis ça avec beaucoup de précautions pour les gens qui en ont souffert, qui ont été malades et qui ont perdu des proches. Je le dis vraiment avec beaucoup de précautions. Moi, c'était une période que j'ai vraiment adorée. C'est-à-dire que pendant 2 mois, me retrouver avec aucune autre obligation que de faire ce que je voulais faire. J'ai eu l'impression qu'on a jeté nos montres pendant 2 mois. Et moi, ça a été une occasion pour moi d'écrire sans arrêt. Et puis d'être avec ceux que j'aime, donc à la maison, de passer du temps comme je n'en avais peut-être jamais passé. Encore une fois, en disant ça, je ne veux choquer personne, et je sais que durant cette période, des gens se sont retrouvés à l'hôpital et des gens nous ont quittés. Donc vraiment, mais voilà, vous me posez la question en ce qui me concerne, ça a été une vraie occasion de me recentrer un petit peu sur ce que j'aimais. Donc c'était plutôt sympa, et c'était une période pleine d'écriture. Alors, est-ce qu'on peut espérer vous voir sur scène ? Oui. Parce que je sais qu'il y a des tournées. Il y a des échéances, là. Il y a le Casino de Paris qui arrive. La véritable échéance, elle est là. Le 5 décembre, c'est un pari qu'on a pris avec mon éditeur préféré. C'est le seul, d'ailleurs. Gérard Davoust, on a pris le Casino de Paris le 5 décembre prochain. Et voilà, c'est un gros pari. Je n'ai jamais rempli une salle aussi importante. Fort de quelques cafés de la danse qui se sont remplis assez facilement, on s'est dit qu'on allait y aller. Rien n'est gagné, on vient de mettre les places à la location, on est encore très loin de la date, 5 décembre c'est pas tout de suite, mais enfin voilà, si vous avez envie de venir nous découvrir, n'hésitez pas, Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se préparent avant cette date ? Oui, il y a quelques tournées, il y a plein de petits concerts qui arrivent, à la fin du mois, je fais une grosse première partie de Michel Fugain dans l'Est, ensuite je vais participer à un hommage à Charles Aznavour le 21 à Marseille, le 21 mai, le 27 mai de mémoire, je suis dans l'Est encore à nouveau voilà, c'est très sympa, c'est un petit village qui s'appelle Boulange qui met à l'honneur un auteur pendant le week-end entier, et donc je vais jouer le vendredi 27 là-bas avec des gens qui adorent la chanson, donc ça va être super. J'ai quelques festivals au mois de juin, on attend 2-3 bonnes nouvelles pour le mois de juillet pour un festival important auquel j'espère pouvoir participer. Ensuite, au mois d'août, le festival Découvrir de Concèze, un festival comme je les aime, en pleine Corrèze, avec plein d'artistes. Je sais que je participe à une soirée, c'est Eric Berchaud qui va m'accompagner au piano. On sera en coplateau avec Jean Guidoni, qui est quelqu'un que j'aime énormément. Ensuite, on va partir vraiment jouer beaucoup plus loin. On doit partir normalement à Bora Bora, fin août, pour un festival de chansons. Et puis, il y a quelques dates. Voilà, je ne vais pas vous faire tout l'agenda, mais jusqu'au mois de toute façon, il faudra aller sur mon site jusqu'au mois de décembre. Je pense que je vais pas m'ennuyer.
Eh ben écoutez, c'est formidable. On va juste ouvrir une petite parenthèse Oui. avant de se quitter, parce que j'avais parlé de parodie et j'aimerais qu'on ouvre cette petite parenthèse. Ça s'est fait comment toutes ces parodies avec Laurent Laurent Gérard, et puis il y a eu Jacques Martin également. Alors, en fait, c'est par Jacques Martin que j'ai rencontré Laurent Gérard. C'était Jacques Martin, vous savez, il y a des rencontres qui vous changent votre vie. Voilà, complètement par hasard, j'écrivais un bouquin, j'ai rencontré Jacques Martin, je devais rester 10 minutes dans son bureau, j'y suis resté 4 ans. Vraiment, c'est un raccourci, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et puis, il avait donc eu dans son équipe Laurent Gérard, et quand Laurent est revenu au Théâtre de l'Empire en vedette, moi je travaillais donc dans l'équipe de Jacques pour écrire et pour interpréter le dimanche après-midi des sketchs sur l'actualité dans une émission qui s'appelait Ainsi fond. Et un jour, Laurent m'a dit, tiens, tu me filerais pas un coup de main pour écrire des parodies pour mon prochain spectacle. Il avait travaillé avec Virginie Lemoine et là il travaillait seul. Et donc voilà, on a commencé comme ça, on a écrit, je sais pas, en tout et pour tout, en quelques années, on a dû écrire ensemble une douzaine de parodies. Et c'est quelqu'un, mais vraiment qui est d'une fidélité à toute épreuve. Les années passent, il a eu une carrière, une ascension absolument mais flamboyante. C'est vraiment quelqu'un qui est aujourd'hui fait partie des personnalités préférées des Français. C'est quelqu'un, lorsque vous lui laissez un message, il vous rappelle, lorsque vous avez besoin de lui, il est là. Et honnêtement, j'ai encore eu, il n'y a pas très longtemps, le plaisir d'écrire pour lui. C'est vraiment la vie vous fait de temps en temps des cadeaux. Avoir fait la rencontre de Charles Aznavour en a été un, avoir fait la rencontre de Laurent Gérard en était un autre. Mais on va finir sur ces belles notes, j'ai envie de vous dire, positives. Frédéric Zetoun, merci infiniment. Merci à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation au passage. Mais c'était un plaisir. Merci pour cette balade. Et puis écoutez, vous revenez nous voir quand vous le souhaitez. Je croyais naïvement que toi et moi ça faisait deux. Et tu m'avoues en pleurant que nous sommes trois depuis peu. J'en conclus au-delà de ton manque de tact. Nous deux séparent une science exacte. moi qui avais pour les maths un genre d'aversion avérée. Me voilà échec et mat en guise de chute à ce couplet. Y a-t-il un refrain pour les cœurs que l'on plaque? L'espoir n'est pas Une science exacte. je me noie dans mon dépit. C'est tous les soirs le même rite. Je me chante, c'est beau la vie. Entre deux vers de mort subite. En 2 temps, 3 mouvements, 4 ans, au fond d'un sac. L'oubli n'est pas Une science exacte. sous la pluie d'un jet de douche. Je me lave de ton parfum. Plus je frotte, plus ça me touche. Et plus je regrette tes mains. Encore combien de nuits pour ne plus être en vrac? Souffrir n'est pas Une science exacte. puisse mon envie de vivre en ressortir intact. L'amour n'est pas une science exacte.